Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, et aujourd'hui nous poursuivons la lecture du livre de Claude Lafleur avec la 4e partie de la grande aventure d'Apollo 11, publiée il y a 20 ans, en juin 2004. Comme nous l'avons vu la fois précédente, Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune au soir du 20 juillet, s'aventurant sur un sol inconnu. Il a vite été rejoint par Buzz Aldrin, et les deux hommes ne disposaient que de 2 heures pour effectuer une série de tâches chronométrées. Qui plus est, ils n'ont eu que quelques minutes pour se familiariser avec un environnement hors du commun, comme apprendre à se déplacer avec un scaphandre pressurisé dans un environnement où tout est 6 fois plus léger que sur Terre, et trouver de nouveaux repères entre une lumière écrasante et des ombres impénétrables. Rejoignons donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin alors qu'ils s'émerveillent d'être sur la Lune. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Étape 9, l'exploration de la surface lunaire. Buzz Aldrin consacre ses premières minutes sur le sol lunaire à se familiariser avec le nouvel environnement. En se tenant à l'échelle du LEM par la main droite, il essaie de se pencher pour toucher le sol. J'ai tenté de plier les genoux, dit-il, mais pas beaucoup, puisque la pression de l'air à l'intérieur de son scaphandre rend difficile ce genre de mouvement. Armstrong soulignera que les scaphandres ne nuisent en rien au mouvement, sauf lorsqu'il s'agit de se pencher. De fait, les astronautes ne peuvent se plier pour ramasser des roches, ils utilisent plutôt des pelles fixées au bout d'un manche. La première tâche que doit réaliser Aldrin consiste à évaluer avec quelle facilité on se tient debout sur la Lune et on s'y déplace. Dès le départ, il réalise qu'à cause du poids du PLSS qu'il porte sur son dos, il se sent attiré vers l'arrière, d'autant plus que la texture extrêmement fine du sol ne lui offre que peu de prise. Tu te tiens sur une grosse roche juste là. Je n'y vois pas grand-chose lorsque ma visière n'est pas relevée. C'est vraiment sombre. Il semble y avoir une roche très plate. Incidemment, les roches ont une surface très poudreuse, elles sont très glissantes. Compris ? Armstrong expliquera plus tard que c'est comme si les roches étaient enduites de particules extrêmement fines, semblables à de la poudre de charbon, qui se comportent comme un lubrifiant. En poursuivant son évaluation des déplacements en gravité lunaire, Aldrin se met à sautiller et à danser au ralenti. Ces mouvements lui permettent de ressentir les effets inconnus d'un monde où ne règne que le 6e de la gravité terrestre. Pour compenser le poids du PLSS, il se tient penché vers l'avant sous un angle qui, sur Terre, le ferait basculer. La gravité lunaire est si faible que l'astronaute peut difficilement dire s'il se tient vraiment à la verticale. Autre observation, le diamètre de la Lune est si petit qu'il perçoit clairement que l'horizon, à moins de 3 km seulement, est courbe. À n'en point douter, les astronautes sont sur un monde sphérique. Il observe aussi ce qui se passe à ses pieds, fasciné par ce que provoque chaque coup de pied. Les parcelles du sol qu'il expulse alors s'envolent lentement en décrivant des courbes parfaites et jamais perturbées par la présence d'une atmosphère. Puis toutes tombent à la même distance, qu'importe leur taille et leur forme. Intrigué, Aldrin se comporte comme un enfant jouant à la plage à buter le sol. La danse me semble passablement bonne. Lorsque je suis sur le point de perdre l'équilibre, il est très facile de se rétablir. Mais en balançant les bras, je n'arrive pas à m'élever du sol. Je ne suis pas si léger que ça. Armstrong se trouve sur la Lune depuis une trentaine de minutes et Aldrin depuis un quart d'heure lorsque vient le temps pour eux de dévoiler la plaque commémorative fixée entre les barreaux de l'échelle du module lunaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, nous allons décrire la plaque sur la patte avant du LEM. Premièrement, il y a 2 cercles représentant les 2 hémisphères de la Terre. En dessous, il est écrit « Ici, les hommes de la planète Terre ont posé le pied sur la Lune. Juillet 1969 AD. Nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité. » Il y a là la signature de chacun des membres de l'équipage et celle du président des États-Unis. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LEM. There's 2 hemispheres, one showing each of the 2 hemispheres of Earth. Underneath it says, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD."
We came in peace for all mankind. It has the crew members' signatures and the signature of the President of the United States. La cérémonie terminée, Buzz Aldrin cherche à nous montrer à quel point la surface lunaire se compose de poudre très salissante. Pour ce faire, il s'approche de la caméra et nous tend la main droite. Je ne sais pas à quel point vous pouvez voir les traces sur mon gant d'une poudre de charbon très fine et très salissante. Houston, pouvez-vous discerner les détails? Ici Houston, nous pouvons voir la main droite de Buzz. C'est un peu hors focus. Je dirais que le focus est plus loin, d'environ 20 à 30 cm derrière la position de sa main lorsqu'il tirait sur le câble. Le câble dont parle Houston est celui de la caméra puisque les astronautes se préparent à la détacher de la tablette MESA pour la fixer sur un trépied et la placer à une vingtaine de mètres du LEM. De là, nous pourrons suivre une bonne partie de ce qu'ils feront. Ai-je assez de câbles? J'en ai suffisamment, encore beaucoup. Chemin faisant, Armstrong s'arrête pour examiner un petit cratère qui semble avoir été formé relativement récemment. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fond de ce petit cratère, dit-il. Mais Aldrin l'interrompt en lui lançant « Continue, on a encore beaucoup plus de câbles. » À quelle distance dirais-tu que je me trouve, Buzz? 10, 15 mètres? Pourquoi ne pas te retourner pour leur laisser voir à quoi ressemble leur champ de vision? Très bien. Houston, comment est votre champ de vision? Pouvez-vous distinguer d'aussi loin la MESA? Il y a un île ici Houston. Le champ de vision est correct. Nous aimerions que vous pointiez un peu plus vers la droite. Terminé? Très bien. C'est tout le câble qu'on a pour aller aussi loin. Je vais maintenant me consacrer au vent solaire. Aldrin indique par là qu'il se prépare à dérouler une feuille d'aluminium, 30 cm de large par 1,40 m de long, qui capturera des particules solaires. Cette feuille sera exposée au soleil durant 1 heure avant d'être enroulée en fin de sortie et rapportée sur Terre. Elle est suspendue au bout d'un mât, tel un drapeau, qu'Aldrin doit d'abord planter. Il expliquera plus tard qu'il n'est parvenu à enfoncer la tige qu'à seulement une dizaine de centimètres dans le sol, à peine assez pour qu'elle tienne debout. Parvenu à 10 ou 12 cm de profondeur, le sol devient très dur. Pourtant, au moment de la planter, il déclare « Certaines dépressions sont si molles que vous tendez à vous y enfoncer. Oh, peut-être de 5 à 7 cm. J'ai noté des poches molles où nos empreintes s'enfoncent de 2 à 3 cm dans un sol très noble. » Pendant ce temps, Armstrong fait pivoter la caméra télé afin de nous offrir un panorama des environs. Hélas, les images sont si floues qu'on ne distingue pas grand-chose d'un monde sombre où il y a peu de relief. Pour bien voir à quoi ressemble le désert de la Tranquillité, il faudra attendre la publication des images prises par Armstrong 2 semaines après leur retour sur Terre. J'aimerais voir si vous pouviez voir la roche anguleuse à l'avant-plan qui ressort du sol. Nous voyons une grosse roche anguleuse au premier plan et me semble-t-il une roche beaucoup plus petite à quelques centimètres sur sa gauche. Terminé. Très bien, et alors, au-delà, à environ 3 mètres, une roche encore plus grosse et très ronde. Une fois le panorama terminé, la caméra est fixée en direction du module lunaire. Les images qu'elle nous transmet sont fantomatiques, on distingue relativement bien le module lunaire et on voit de temps à autre gambader un fantôme blanchâtre. Les scaphandres d'Armstrong et d'Aldrin étant identiques, on ne peut distinguer de qui il s'agit. Les astronautes entreprennent ensuite de déployer le drapeau américain. Celui-ci mesure 1 mètre par 1,50 m et est tendu par une tige horizontale, sans quoi, faute de vent, il aurait pendu comme un chiffon. C'est tout juste s'ils parviennent à enfoncer le mât suffisamment profondément dans le sol. Armstrong relatera plus tard « Nous avons eu quelques difficultés à faire en sorte que le mât et le drapeau demeurent debout. En le plantant dans le sol, nous nous sommes rendus compte que tout objet y pénètre d'une dizaine de centimètres avant de rencontrer une résistance croissante. De plus, le mât n'est que peu solidement supporté par la terre qui l'entoure. Les astronautes doivent même incliner légèrement le mât afin de compenser le poids pourtant minime de la tige horizontale et du drapeau. Ça a tenu, poursuit Armstrong, mais j'ai réalisé plus tard, une fois revenu dans le LEM, que le poids du drapeau avait fait pivoter l'ensemble de sorte que celui-ci ne pointait plus dans la même direction. Le mât tient de fait si peu dans le sol qu'au moment du décollage du LEM, il tombe par terre, un incident malencontreux qui n'est heureusement pas photographié. Eh bien oui, ils ont maintenant déployé le drapeau et vous pouvez admirer le Stars and Stripes sur la surface lunaire, lance fièrement le Capcom de Houston en commentant ce qu'il voit à la télé.
C'est alors qu'Aldrin prend un peu de recul pour admirer le drapeau, une scène immortalisée par Armstrong. Il sent alors monter en lui à la fois une immense fierté et beaucoup d'humilité. Il pense aux centaines de milliers de personnes qui ont donné le meilleur d'eux pour qu'Armstrong et lui parviennent sur la Lune, ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui le regardent en ce moment. Il sourit en pensant au paradoxe. Jamais personne ne s'est autant éloigné de la Terre, mais en même temps, jamais non plus quelqu'un n'avait fait l'objet d'autant d'intérêt. Pendant qu'Armstrong se prépare à procéder à la cueillette d'échantillons, Aldrin entreprend d'évaluer la meilleure façon de se déplacer sur la Lune. J'aimerais évaluer les différentes méthodes selon lesquelles une personne peut se déplacer sur la surface lunaire. Vous devez toujours faire attention pour garder à l'esprit où se trouve votre centre de masse. Parfois, il faut vous faire 2 ou 3 pas pour vous assurer que vos pieds sont bien en dessous de vous. Après 2, 3 ou même 4 pas, vous pouvez vous arrêter facilement. Pour changer de direction, comme un joueur de football, vous n'avez qu'à tendre une jambe à l'extérieur et couper un peu. En réalité, Aldrin ne marche pas, il sautille et court au ralenti. Chacun de ses pas le propulse dans l'espace, lui faisant décrire une courbe pour le placer à un bref instant dans les airs. À l'atterrissage, ses pieds déchaînent un jet de poussière. La masse de son PLSS le contraint à envisager d'avance tout changement de direction et il doit aussi anticiper 4 ou 5 pas à l'avance, prenant garde aux obstacles que représentent les roches et des petits cratères. Le saut de kangourou fait l'affaire, mais il semble que votre capacité à vous diriger vers l'avant n'est pas aussi bonne que lorsque vous marchez de façon habituelle, un pied devant l'autre. Quant à maintenir un pas soutenu, comme je le fais présentement, ça devrait être passablement fatigant après quelques centaines d'enjambées. Les lunautes ont beau avoir l'impression de vivre au ralenti, ils sentent fort bien que leur temps est compté et qu'ils ont encore beaucoup à faire. Armstrong doit procéder à la documentation, c'est-à-dire la photographie du paysage lunaire, alors qu'Aldrin doit installer la mini-centrale scientifique. Leur travail est cependant interrompu par un appel important. Base de la tranquillité ici Houston, pourriez-vous vous installer devant la caméra une minute s'il vous plaît? Répétez Houston. Nous aimerions que tous les deux vous passiez dans le champ de la caméra pour une minute. Neil et Buzz, le président des États-Unis, se trouve dans son bureau et il aimerait vous dire quelques mots. Terminé. Ce sera un honneur. Tranquility Base, this is Houston. Could we get both of you on the camera for a minute, please? Say again, Houston. Roger, we'd like to get both of you on the field of view of the camera for a minute. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. Would be an honor. En réalité, cette demande contrarie les astronautes, réaction qu'ils gardent bien évidemment pour eux. Nous étions déjà en retard, dira plus tard Armstrong. Et voilà que le bureau ovale va nous mettre encore plus en retard, d'ajouter Aldrin. Très bien, allez-y, Monsieur le Président. Allô, Neil et Buzz. Je vous parle par téléphone depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ça doit certainement être le coup de téléphone le plus historique à n'avoir jamais été fait. Je ne puis vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. C'est sûrement le jour où les Américains seront le plus fiers. De même pour les gens du monde entier qui, j'en suis certain, se joignent à nous pour apprécier cette réussite extraordinaire. Grâce à ce que vous avez fait, les cieux font désormais partie de notre monde. Et en nous parlant de la mer de la tranquillité, vous nous inspirez tous à redoubler d'efforts pour ramener la paix et la tranquillité sur Terre. En ce moment si précieux pour l'histoire de l'humanité, tous les habitants de la Terre ne font plus qu'un, unis dans ce que vous avez fait et unis dans nos prières pour votre retour sain et sauf sur Terre. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Et Armstrong de répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici et de représenter non seulement les États-Unis, mais tous les hommes de bonne volonté de toutes les nations.
Merci beaucoup et j'attends de vous revoir. Nous attendons tous de vous revoir sur le Hornet jeudi prochain. J'attends aussi la même chose, monsieur. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Look forward to that very much, sir. Certains téléspectateurs ont l'impression que pour la première fois, Armstrong est ému et qu'il a un trémolo dans la voix. Celui-ci expliquera que, s'adressant au président des États-Unis, alors que des centaines de millions de personnes l'écoutaient, il était plutôt préoccupé par ce qu'il avait à dire de valable. Quant à Aldrin, prenant lui aussi conscience du moment historique, il choisit de demeurer le plus laconique possible. Ce dernier poursuit son évaluation des caractéristiques du sol lunaire en donnant de violents coups de pied dans le sol, faisant virevolter quantité de sable. Il observe avec étonnement que toutes les particules s'envolent à la même vitesse et selon le même angle, et que par conséquent, toutes parcourent la même trajectoire et retombent en même temps. « Vous ne voyez pas ça sur Terre, dit-il, peut-être parce que l'atmosphère brise le mouvement, explique-t-il. Armstrong constate pour sa part que les particules s'envolent en prenant la forme d'un éventail. Les particules ne laissent rien derrière elles, décrit-il. Elles forment une sorte de demi-cercle, ne laissant rien à l'arrière, aucune poussière, aucun tourbillon, rien. Elles s'envolent en se répartissant en éventail et retombent toutes ensemble, c'est vraiment particulier. Dans ses déplacements, Armstrong se prend souvent les pieds dans le câble de la caméra télé. Il lui est alors extrêmement difficile de se dépêtrer puisqu'il voit mal ses pieds et ne ressent nullement la présence du câble. Aldrin doit venir à sa rescousse et le guider. Attention Neil, tu marches sur le câble. Ok. Lève ton pied droit, ton orteil est encore accroché. T'es là? Oui, elle est encore prise. Attends une minute. Très bien, tu es dépris maintenant. Merci. Les astronautes n'avaient pas prévu cette difficulté puisque sur Terre à l'entraînement, le câble demeurait à plat sur le sol alors qu'il se tortille dans la faible gravité de la Lune. Armstrong souligne qu'il est d'autant plus facile de s'y prendre les pieds qu'on ne voit rien. « J'ai passé mon temps à me prendre les pieds dedans, dit-il. Au début, le câble était blanc, donc facile à repérer, mais il s'est vite recouvert de poussière noire pour se confondre avec le terrain. J'ai eu l'impression d'avoir toujours les pieds pris dedans, mais heureusement, Buzz venait à mon aide. Ou bien il me disait de quelle façon me dépêtrer, ou il m'indiquait comment éviter de me prendre. » Aldrin est sur la Lune depuis près de 3/4 d'heure lorsqu'il prend 3 photos qui passeront à l'histoire, celle d'une portion de sol lunaire inchangée depuis des millions d'années, puis marquée à jamais par l'empreinte de l'homme. La couleur bleue de mes semelles a complètement disparu, mais je ne suis pas capable de dire précisément de quelle couleur est le sol, autrement que de dire que c'est d'un gris chocolat. Cette poussière semble recouvrir pas mal tout le dessus blanc de mes bottes, une couche de particules très fines. Pendant ce temps, Armstrong procède à la cueillette des échantillons qui feront le bonheur des géologues. Pour ce faire, il s'éloigne le plus possible du module lunaire afin d'éviter que ce qu'il ramasse ait été contaminé par les gaz d'échappement du moteur fusée. Il tente aussi, malgré le peu de temps dont il dispose, une dizaine de minutes seulement, de rassembler la variété la plus représentative et la plus vaste possible de roches et du sol qu'il voit. Il se trouve alors confronté à une autre difficulté inattendue. Dans un environnement où la gravité est si réduite, il s'avère très difficile de conserver dans sa pelle les échantillons qu'il ramasse. Armstrong a plutôt l'impression de pelleter des morceaux de styromousse et il doit par conséquent procéder très délicatement pour parvenir à les glisser dans un sac. Il effectue une vingtaine d'allers-retours entre des sites intéressants et la tablette MESA sur laquelle se trouvent les valises géologiques. J'ai été capable de cueillir autant de petites roches que du sol lors de chacune de mes pelletées, dira-t-il. J'ai tenté de sélectionner une variété afin d'obtenir un bel échantillonnage. Toutefois, cela m'a pris 2 fois plus de temps que prévu. De retour sur Terre, les géologues constateront qu'il a fait un super beau travail en rassemblant l'un des échantillonnages les plus représentatifs de ce qu'ont rapporté les 6 équipages qui exploreront la Lune entre 1969 et 1972. Pourtant, Armstrong estimera qu'il n'a justement pas eu l'impression d'avoir fait un si bon travail.
Je n'ai pas fait une aussi bonne récolte que j'aurais aimé faire. Nous approchions de la fin de la sortie et nous manquions de temps. Les géologues auraient sûrement préféré que j'identifie chaque échantillon en les photographiant sous différents angles avant de les prélever. Mais comme je manquais de temps, j'ai plutôt choisi d'amasser le plus rapidement possible une grande variété. Il se consacre ensuite à photographier les environs du LEM en l'inspectant afin de s'assurer que de l'extérieur, tout paraît en parfait ordre, ce qui est le cas. Ce faisant, il en profite pour photographier la Terre qui se trouve très haute dans le ciel. Cette prise de vue n'est pas facile pour quelqu'un de coincé comme lui dans un scaphandre. Pendant ce temps, son collègue s'affaire à la dernière tâche d'importance, installer 2 appareils scientifiques qui permettront d'obtenir des informations une fois les lunotes parties. Il s'agit d'un séismomètre qui enregistrera les tremblements de Lune et d'un réflecteur laser qui permettra de mesurer précisément la distance Terre-Lune. Armstrong l'assiste en le guidant et en photographiant ce qu'il fait. Il éprouve cependant de la difficulté à garder un œil sur Aldrin puisque sans cesse il voit des choses qui le fascinent, un cratère par-ci qui renferme des pépites brillantes, une roche ou un sol par-là légèrement coloré, etc. Il réalise que la surface lunaire est beaucoup plus intéressante qu'il s'y attendait. Les géologues diront d'Armstrong qu'il a été l'un de leurs meilleurs élèves astronautes. Les lunotes doivent installer leurs instruments sur un sol très plat, ce qui est difficile à repérer. Partout, absolument partout, la surface lunaire est criblée de cratères de toute taille et le sol, même très sablonneux, abonde en cailloux. Ils ont en outre énormément de difficultés à évaluer si le terrain est vraiment horizontal et non légèrement en pente, car il manque de points de repère. Ils trouvent heureusement un site convenable à une vingtaine de mètres derrière le module lunaire. Aldrin extirpe les 2 appareils du compartiment arrière du LEM, il les fixe aux extrémités d'une tige formant une sorte d'haltère. Il saisit celle-ci et la transporte jusqu'à l'endroit choisi. Juste ici. Installons-nous sur ce plateau-là. Eh bien, ce ne sera pas facile de trouver un terrain bien nivelé ici. Pourquoi pas sur le sommet ici? Ne s'agit-il pas d'une bonne place? Très bien. Pourquoi ne pas déposer le laser juste ici? Ok. Les 2 hommes se butent alors à une autre difficulté totalement inattendue. Pour fonctionner, le sismomètre doit être installé précisément à l'horizontale. Pour évaluer si c'est le cas, l'appareil est doté d'une bille qui est libre de circuler dans une petite cuvette. Lorsqu'elle demeurera au centre de celle-ci, c'est que le sismomètre est à l'horizontale. Toutefois, les lunettes découvrent avec stupeur que la gravité lunaire est si faible que la bille ne passe jamais dans le centre de la coupe. Houston, j'ai maintenant déployé l'expérience sismique et je l'ai alignée avec le soleil, mais j'ai un peu de difficulté à placer la bille au centre. Elle tourne sans cesse en périphérie et je ne parviens pas à placer l'appareil à l'horizontale. La bille préfère demeurer sur le pourtour, elle ne va jamais à l'intérieur. Il commence même à s'impatienter, réaction exceptionnelle pour un astronaute. Houston, je ne pense pas qu'il soit possible d'utiliser la bille pour caler l'appareil à le niveau. Je pense que la coupe est convexe et non plus concave. Terminé. Compris 11. Poursuivez. Si vous pensez que l'appareil vous semble à l'horizontale à l'œil, passez à autre chose. Très bien. Aldrin commentera plus tard, encore exaspéré. Eh bien, lorsque je le regardais, ce sacré bidule n'en finissait plus de tourner et de tourner tout autour, ce qu'il ne faisait pas sur Terre parce que la gravité le ramenait au fond de la cuvette. Les marcheurs reçoivent alors une très bonne nouvelle. Neil, ici Houston, nous avons évalué vos réserves et tout semble excellent. Si cela vous convient, nous aimerions prolonger la durée de votre sortie de 15 minutes. Vous y êtes déjà depuis 2h12. Terminé. Très bien, ça nous semble excellent. Compris, terminé. Et c'est alors qu'un curieux phénomène surprend les 2 marcheurs. Base ici Houston, si vous êtes encore dans les parages du sismomètre, pourriez-vous photographier où se trouve la bille? Je m'en occupe, Buzz. Très bien, nous la photographierons. Eh bien, le croiriez-vous, la bille est juste au centre maintenant? Merveilleux, on prend une photo avant qu'elle ne bouge. Sans le dire, Armstrong se réjouit grandement du petit quart d'heure additionnel qu'on lui accorde. Au moment de sortir, il avait espéré pouvoir inspecter un champ de roches situé au nord du LEM. Il désirait aussi visiter le grand cratère, de la taille d'un terrain de football, dans lequel le LEM a failli se poser. Mais hélas, une fois à l'extérieur, il réalise que les choses paraissent beaucoup plus proches qu'elles ne le sont en réalité. Il repère par contre un autre cratère de taille respectable qui lui est accessible.
En principe, il aurait dû recueillir 1 ou 2 échantillons de sol qu'il aurait préalablement documentés, comme le fait tout bon géologue. Toutefois, il considère beaucoup plus important la visite du cratère. Sans souffler mot à Houston, il file au pas de course jusqu'au cratère d'une 30aine de mètres de diamètre et d'une profondeur de 5 à 6 mètres. Il se retrouve alors à plus d'une 60aine de mètres d'Eagle. Armstrong aurait aimé pouvoir escalader sa paroi, descendre dans le fond et ramasser une roche ou deux, mais il sait qu'il ne peut s'y risquer car, en cas de pépin, Aldrin ne pourrait peut-être pas venir à sa rescousse. Il se contente donc de prendre une série de clichés avant de retourner au LEM. Son escapade n'aura duré que 3 minutes. Chemin faisant, il espère ramasser quelques pépites brillantes qu'il a observées dans certains cratères. Hélas, cette fois, il n'en repère aucune. Pendant ce temps, Aldrin cherche à extraire du sol lunaire une carotte géologique. Pour ce faire, il enfonce une tige creuse, mais comme il l'a déjà expérimenté en 2 occasions, il lui est impossible d'aller en profondeur, même s'il y met toute son énergie. Plus que 10 minutes, annonce le Capcom de Houston. Neil, attends une minute. Le câble ? Oui, tu t'es encore pris dedans. C'est maintenant le moment de mettre fin à leurs activités lunaires. Leur principale préoccupation est de s'assurer qu'ils n'oublient rien, surtout pas les échantillons ni les précieuses séries de clichés qu'ils ont pris. Imaginons un instant s'ils les avaient laissés sur la Lune. Neil, ici Houston, nous aimerions que vous récupériez les 2 tubes de carottes et l'expérience de vent solaire, 2 tubes et le vent solaire. Terminé. Compris. Vous devez commencer vos activités de fin de sortie. J'ai compris. Neil, ici Houston, après que vous aurez récupéré les tubes et le vent solaire, tout ce que vous serez capable d'ajouter dans les boîtes à échantillons sera le bienvenu. Excellent. Pendant qu'Aldrin roule la pellicule solaire et la range dans son étui protecteur, Armstrong court ramasser quelques cailloux additionnels. Je me suis baladé dans les environs durant le peu de temps qu'il me restait pour ramasser la plus grande diversité de roches que je pouvais trouver. Il en profite même pour remplir les boîtes avec des pelletées de sol. Les astronautes verrouillent ensuite soigneusement les 2 valises géologiques et s'assurent qu'elles sont parfaitement scellées afin d'éviter que leur contenu ne soit contaminé durant le retour sur Terre. Ce faisant, ils nous rapporteront non seulement du sol lunaire, mais également une parcelle de vide sidéral. Neil et Buzz, pressez-vous un peu pour prendre le film des caméras et pour fermer les conteneurs d'échantillons. Le temps commence à manquer. Compris. Puis Aldrin lance à Armstrong un « Adios amigo » et demande à Houston « Quelque chose d'autre avant que je rentre ?» « Non, monte l'échelle, Buzz », se fait-il répondre. Il saute donc sur le premier barreau situé à 1 mètre du sol, puis escalade les autres. Parvenu sur le porche, il récupère les conteneurs et les équipements que lui fait parvenir Armstrong à l'aide d'un convoyeur à courroie. Aldrin n'éprouve aucune difficulté à expédier à l'intérieur du LEM le matériel qu'il monte, en particulier les valises pleines de sol lunaire. Il semble que les objets se manœuvrent plus facilement en un 6e G que l'on s'y attendait. Ils conservent leur masse, c'est-à-dire que lorsqu'on les envoie dans une direction, ils ont tendance à poursuivre leur course. Vous devez donc les manipuler avec précaution. L'astronaute a même l'impression que les objets sont 10 fois plus légers sur la Lune que sur Terre, alors qu'en réalité, ils ne pèsent que 6 fois moins. Pas de doute que l'être humain s'adapte très vite à l'environnement lunaire, conclut-il. Neil, ici Houston, nous aimerions que vous vérifiez votre scaphandre. En réalité, il s'agit d'un message codé. Le Capcom lui demande plutôt de ralentir un peu sa cadence. Les médecins qui suivent ses pulsations cardiaques s'inquiètent un peu de l'intensité de ses efforts. Armstrong répond laconiquement que tout va bien. Qu'en est-il du paquet que tu portais à la manche ? Tu l'as ? Non ? Très bien, je m'en occupe. Encore un message codé. Les astronautes avaient prévu de laisser sur la Lune une pochette contenant un écusson et des médailles à la mémoire des astronautes et des cosmonautes décédés, dont Yuri Gagarin, ainsi qu'une branche d'olivier en or. Tu la veux maintenant ? Je pense bien. Ce sont les dernières paroles qu'Armstrong prononcera sur le sol lunaire puisqu'il grimpe ensuite rapidement l'échelle. Pressé ou enchanté, le premier saut qu'il fait l'emmène directement au 3e échelon. Il est alors 1h09 du matin. Les astronautes ont passé 2h14 à explorer le sol lunaire et 2h32 hors du LEM. Étape 10. Une nuit au clair de terre. Bien que l'espace soit encore plus exigu dans le module lunaire, les 2 hommes ne semblent pas avoir trop de difficultés à y rentrer et à refermer soigneusement la porte. Aldrin commentera
Une fois revenus à l'intérieur, je pense que nous avons commencé à décompresser, juste un peu, car à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien de pressant. Les astronautes sont debout depuis 7h30 dimanche matin, mais leur longue journée n'est pas encore terminée. Ils doivent en effet repressuriser le LEM, se débarrasser de leur encombrant PLSS et faire un peu de rangement en remplissant quelques sacs à ordures. Ensuite, s'assurant que leurs scaphandres sont branchés au circuit d'alimentation d'air du LEM, ils dépressuriseront à nouveau leur cabine, ouvriront les coutilles et jetteront par-dessus bord tout le matériel inutile, y compris les PLSS, les caméras, des filtres usés, etc. Enfin, ils pressuriseront pour de bon la cabine et seulement alors pourront-ils commencer à se relaxer. Toutes ces opérations nécessiteront 2 bonnes heures de travail. Ainsi donc, la porte refermée, les lunautes ouvrent les valves des bonbonnes d'oxygène du LEM. Ce faisant, ils s'exposent à un risque impossible à évaluer. Certains experts ont émis l'hypothèse que le petit échantillon de poudre lunaire qu'Armstrong a placé dans sa poche de son scaphandre au début de la sortie pourrait exploser. En réalité, on se demande plutôt comment réagira le sol lunaire à la présence d'oxygène, un gaz extrêmement réactif et inexistant sur la Lune. Armstrong dira plus tard « Je n'ai absolument pas craint d'exploser puisque mon scaphandre et le plancher du LEM étant couverts de poussière lunaire, j'aurais plutôt pris feu. » L'air frais commence à envahir la cabine à partir de 1h12 heure de l'Est ce lundi matin 21 juillet. Comme Armstrong s'y attendait, les astronautes n'observent aucune réaction entre la poussière lunaire et l'air ambiant. Ce n'est que lorsqu'ils ouvrent leur casque qu'une puissante odeur leur pique le nez. Celle-ci se compare, selon Armstrong, à celle de la cendre mouillée dans un foyer ou, selon Aldrin, à de la poudre à fusil. Voilà l'odeur de la Lune. L'impression d'Aldrin est incidemment la bonne puisque le sol lunaire réagit à la présence d'oxygène, tout comme la poudre lorsqu'elle se trouve vivement exposée à l'air au moment de la détonation d'un fusil. L'équipage de la base de la Tranquillité est maintenant à l'intérieur de sa base pressurisée et il entreprend le processus d'enlever les PLSS. Tout se déroule merveilleusement bien. Terminé. Base de la Tranquillité, ici Houston. Pourriez-vous nous donner une idée de votre progression dans le rangement des PLSS et dans les préparatifs en vue de la dépressurisation? Nous en sommes à utiliser ce qu'il nous reste de pellicule photo et je me prépare à remplacer le filtre principal du système de régénération d'air du LEM. Terminé. Aldrin expliquera plus tard « Nous avons pris un peu plus de temps afin d'utiliser au maximum les films qui nous restaient. Nous avons pris, je crois, davantage de photos que nous aurions dû afin de s'assurer de photographier tout ce qu'il y avait à voir par chacun des hublots afin de se débarrasser de la caméra. » Les 2 astronautes se prennent aussi en photo. Ils ont l'air de véritables explorateurs, mal rasés, fatigués, mais visiblement fiers de ce qu'ils viennent d'accomplir. Et par les hublots, ils observent le résultat de leur exploration. Le paysage inchangé durant des millions d'années est désormais couvert de pas. Trône à quelques dizaines de mètres du LEM le drapeau des conquérants ainsi que la caméra télé qui les observe encore. S'ils avaient été capables de voir les environs immédiats à la base de leur campement, ils y auraient aussi repéré une kyrielle de rebuts. Leurs traces de pas devraient demeurer inchangées durant des millions d'années, à moins que d'autres humains ne viennent un jour les perturber. Je me demande combien de temps nous pouvons prendre. Nous avons encore probablement pour une demi-heure à prendre des photos, puis nous pourrions procéder à un cycle de repas, avant de remplacer les filtres et procéder enfin à la dépressurisation. Cela nous convient très bien. Eh bien, on est un peu tassé ici pour un moment. Non, ce n'est pas un problème pour nous. Le fait que les astronautes mangent avant de se débarrasser du matériel excédentaire les oblige à ôter leur casque. Toutefois, avec tout le matériel qu'ils viennent d'entasser à bord, dans les 2 valises d'échantillons, ils n'ont même plus assez d'espace. Heureusement pour eux, il n'est pas fatigant de se tenir debout durant des heures en gravité réduite, alors qu'ils peuvent empiler un tas de choses d'une façon qui serait instable en gravité terrestre. Armstrong raconte « Il y avait vraiment une foule de choses à l'intérieur du cockpit et j'étais heureux de pouvoir nous en débarrasser avant d'amorcer la période de sommeil. Autrement, avec tout ce matériel, il n'y aurait vraiment pas eu de place pour se coucher. L'espace disponible est en fait si restreint que les astronautes n'ont d'autre choix que de conserver leur casque sur la tête. » Après un repas vite pris et les restants remisés dans un sac à ordures, ils prennent le temps de sceller soigneusement leur scaphandre et de s'assurer que les conduites d'oxygène sont parfaitement branchées au circuit du LEM. Puis ils dépressurisent la cabine, ouvrent la porte et jettent par-dessus bord tout ce qu'ils peuvent, PLSS, filtres, caméras, sacs à déchets, etc.
Il est alors 3h45 lorsqu'on observe, grâce à la caméra toujours en fonction, les PLSS rebondir sur le porche avant de dégringoler jusqu'au pied du LEM. Tranquillité, nous avons observé l'expulsion de vos équipements à la télé alors que le sismomètre a enregistré l'impact de chacun des PLSS au moment de toucher le sol. Terminé. On ne peut vraiment plus rien cacher ici, n'est-ce pas? En effet. Les astronautes sont maintenant debout depuis près de 21 heures et après avoir repressurisé la cabine, c'est enfin le temps pour eux de songer à leur nuit de sommeil. Il n'est cependant pas question d'ôter leur scaphandre dans un endroit si exigu. Ils doivent enfin répondre à quelques questions techniques qui préoccupent les géologues. Réfléchissant à la sortie qu'ils viennent de faire, l'un comme l'autre éprouvent une certaine frustration qu'ils ne relateront qu'après leur retour sur Terre. Aldrin dira « Tout au long de sa sortie, j'avais l'impression d'être à la remorque de tout ce qui se passait et non pas d'être au-devant des événements. Je me sentais toujours bousculé. J'ai eu la même impression que Buzz, enchaîne Armstrong. Nous avons été probablement un peu déçus de n'avoir été jamais en avance sur ce qu'on devait faire. On était toujours à la course. Mais tout compte fait, nous avons pratiquement fait tout ce qui était prévu. Certaines choses ne se sont pas faites aussi aisément qu'on aurait aimé, mais nous avons aussi fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Somme toute, je suis très heureux de ce que nous avons accompli. » Nous avions beaucoup trop de choses intéressantes à faire, poursuit Armstrong en parlant notamment des rochers qu'il a vus au loin et qui pourraient être de précieux morceaux de la croûte lunaire. Nous éprouvions la même difficulté qu'un enfant de 5 ans dans un magasin de bonbons. Il y avait tout simplement trop de choses à voir. Il notera en outre ne s'être jamais senti fatigué. « J'ai travaillé très fort, dit-il, particulièrement en fin de sortie, lorsqu'est venu le temps de faire monter les boîtes d'échantillons dans l'EM. Nous savions que ça serait exigeant et en plus, nous devions nous presser. Je m'attendais donc à ce que mon pouls grimpe pas mal, il a de fait atteint 160 pulsations par minute, mais il restait encore beaucoup d'énergie et de réserve parce qu'on y était allé doucement tout au long de la sortie. Dans l'esprit des responsables de la mission, les astronautes ont parfaitement accompli l'objectif de leur sortie, qui était avant tout de démontrer que les hommes peuvent effectuer un travail utile sur la Lune. Et ils ne devaient surtout pas s'épuiser, car il leur restait encore une tâche extrêmement importante à accomplir, le rendez-vous avec Columbia prévu pour la fin de journée lundi. Auparavant, les deux hommes tentent tant bien que mal de se coucher dans le peu d'espace dont ils disposent. Armstrong se confectionne une sorte de hamac qu'il suspend d'un mur à l'autre du LM. Quant à Aldrin, il n'a d'autre choix que de se coucher sur le plancher poussiéreux, se recroquevillant autour de la protubérance du moteur fusée d'ascension. Au préalable, ils prennent grand soin de fermer les hublots à l'aide du pare-soleil opaque, car dehors c'est la matinée et le soleil plombe. Ils éteignent aussi toutes les lumières et le plus possible de systèmes de bord. Leur cabine est néanmoins éclairée par une kyrielle de témoins lumineux. Il est enfin 4h30 du matin lorsqu'ils tentent de fermer les yeux, mais ils réalisent que la cabine est passablement éclairée et qu'il fait trop clair pour dormir. C'est alors qu'ils découvrent que le périscope situé au plafond du LEM laisse pénétrer la lumière provenant de la Terre. Autrement dit, ils ont une difficulté supplémentaire pour dormir à cause du clair de terre. C'est comme si j'avais une ampoule dirigée droit dans les yeux, dira Armstrong. Si je l'avais su, nous aurions pu mettre un filtre solaire ou quelque chose d'autre sur le périscope afin de bloquer cette lumière. De surcroît, ils ont froid car la température dans le LEM n'est que de 16 degrés Celsius à un niveau confortable lorsqu'ils sont actifs, mais trop frais lorsqu'ils sont au repos. Ils sont en outre incommodés par les bruits ambiants, notamment par le cliquetis des canapés et des pompes. Par contre, la faible gravité lunaire leur offre l'avantage de ne pas ressentir le besoin d'un matelas ni d'oreiller. Ayant gardé leurs gants et leurs casques dans l'espoir de s'isoler des bruits ambiants, leur tête y repose sans trop d'inconfort. La tête pèse très peu, observe Aldrin, et elle repose confortablement dans n'importe quelle position. Ils ne ressentent pratiquement pas le besoin de se retourner ni de changer de position puisque leur corps repose presque en demi-flottaison en gravité lunaire. Aldrin résumera. Nous nous sommes sentis coincés par le temps. Lorsque nous avons réalisé tout ce qui n'allait pas, nous ne pouvions plus faire grand-chose. Nous ne voulions surtout pas nous lever pour remédier à tout car il aurait ensuite été difficile de se recoucher et de chercher à retrouver le sommeil. Nous avons donc tenté de nous reposer le plus possible, espérant sommeiller un peu. Armstrong complète « Ça a été une lutte sans fin pour trouver un brin de sommeil, ce à quoi nous ne sommes pas parvenus.
et quand bien même nous aurions réussi, je ne crois pas que je serais parvenu à m'endormir puisque, comme il le dira plus tard, Armstrong se sentait encore surexcité par la journée qu'il venait de vivre. Les astronautes sommeillent donc tant bien que mal. Aldrin estime même être parvenu à dormir quelques heures. « Je pense que j'avais la meilleure place pour dormir, dira-t-il, même s'il devait toujours se tenir les genoux repliés, la taille de la cabine ne lui permettant pas de s'allonger. Il peut par contre se retourner, se coucher parfois sur le côté ou sur le dos. Quant à Armstrong, il se sent d'autant plus inconfortable que sa tête avoisine une pompe bruyante. Il conclura « Mon sommeil a été de piètre qualité. Même chose pour moi, d'ajouter Aldrin. Si nous avions su tout ce que nous savons maintenant, nous aurions pu préparer beaucoup mieux la cabine. » Ce n'est cependant pas le cas pour Mike Collins, leur compagnon qui circule autour de la Lune à 110 km d'altitude à bord de Columbia. Celui-ci dort très bien dans une cabine d'autant plus spacieuse qu'il s'y trouve seul. On le décrit d'ailleurs comme l'homme le plus seul au monde, particulièrement lorsqu'il se trouve de l'autre côté de la Lune. Jamais depuis Adam, un homme a-t-il connu plus grande solitude durant 47 minutes de chaque révolution lorsqu'il passe derrière la Lune, dit-on. Toutefois, en réalité, Collins savoure ces longs moments de solitude qu'aucun homme avant lui n'a connus. Il écrira dans son journal de bord « Je suis maintenant seul, véritablement seul et isolé de toute vie connue. Je suis la vie. Si on faisait le compte, il y aurait quelques 3 milliards plus 2 d'un côté de la Lune et 1 plus Dieu sait quoi de l'autre côté. Je ressens cette puissance, et non pas une peur ou une solitude, mais bien une conscience, une anticipation, une satisfaction, une confiance et quasiment même de l'exaltation, et j'aime ce sentiment. » Pendant que ses coéquipiers sont sur la Lune, sa principale tâche consiste à chercher à repérer où s'est précisément posé Eagle. Chaque fois qu'il survole la base de la Tranquillité, à toutes les 2 heures, Collins utilise des jumelles et le sextant de bord pour tenter de repérer le minuscule module lunaire. Si Collins vit confortablement à bord de son module de commande, il est par contre fort inquiet du sort qui guette ses compagnons. Il redoute particulièrement la possibilité que ceux-ci soient contraints de demeurer sur la Lune, par suite notamment de la défaillance du moteur fusée d'ascension du LEM. Collins serait alors obligé de les abandonner et de revenir seul sur Terre. C'est d'ailleurs depuis des mois la pensée qui le hante. Étape 11. Départ d'un autre monde. 11h du matin, lundi 21 juillet. Sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin dorment en principe. Il n'y a eu en tout cas aucun échange radio avec eux ces dernières 8 heures. Soudain, à 11h13, le Capcom de Houston brise le silence. Base de la Tranquillité, base de la Tranquillité, Houston, terminé. 10 secondes plus tard. Bonjour Houston, base de la Tranquillité, terminé. Nous vous entendons très bien. Comment vous sentez-vous là-haut? Avez-vous la chance de vous reposer un peu autour du moteur? Neil s'est confectionné un hamac à l'aide de ceinture et s'est étendu sur le dessus du couvercle du moteur alors que moi je me suis couché tout autour sur le plancher. Terminé. Les médecins de Houston qui ont suivi les pulsations cardiaques d'Armstrong estiment que les 2 hommes n'ont que très peu dormi. Toutefois, les lunotes ne se plaignent de rien. Ils commencent leur journée mine de rien, faisant un brin de rangement et mangeant un repas léger. Sans doute prennent-ils le temps de regarder une dernière fois le paysage lunaire qui se présente à eux par les 2 grandes fenêtres triangulaires du LEM. Ils déjeunent en admirant un paysage qui, pour nous terriens, demeure encore difficilement imaginable. De quoi a l'air la Lune, se demande-t-on tous en ayant très hâte de voir les photos qu'ils nous rapporteront. Vers 12h40, ils reçoivent les félicitations de Jim Lovell, le commandant de l'équipage de réserve qui aurait pris leur place si Armstrong et compagnie n'avaient pas été en mesure de s'envoler de Cape Kennedy. Eagle et Columbia, ici l'équipage de réserve. Nous vous félicitons pour la performance d'hier et nos prières sont avec vous pour le rendez-vous. Terminé. Merci Jim. Merci Jim. Nous avons eu la chance de compter sur une grande salle pleine de monde qui regarde par-dessus notre épaule. Nous sommes heureux de profiter de toute cette aide, Jim. En cette matinée calme, tous se préparent fébrilement à la manœuvre que les 2 lunotes s'apprêtent à accomplir peu avant 14h, décollage de la Lune, puis rendez-vous en soirée avec le module de commande Columbia. Contrairement au départ de Floride, alors que des milliers de techniciens avaient minutieusement préparé et vérifié leur vaisseau spatial,
Voici que pour la première fois, 2 hommes procéderont à un lancement sans assistance directe et à partir d'un environnement méconnu. Pour ce faire, leur plateforme de tir sera tout bonnement la partie inférieure du LEM, celle sur laquelle sont fixées les 4 pattes et le puissant moteur de descente. La grande inconnue demeure le petit moteur fusée qui se trouve dans les entrailles du cockpit dans lequel vivent Armstrong et Aldrin. Ce moteur ne fonctionnera qu'une fois et n'a jamais pu être testé. Si jamais, au moment du décollage, il demeurait éteint, les astronautes se retrouveraient coincés à jamais sur la Lune. Une fois le décollage réussi, Eagle doit suivre durant 9 minutes une trajectoire ascendante qui le placera en orbite basse. De là, les astronautes mettront 4 heures pour rejoindre Columbia. Il aurait été commode de savoir précisément d'où ils partent, mais hélas, Collins n'est jamais parvenu à repérer le LEM sur le sol lunaire qui, vu de là-haut, paraît très accidenté. On apprendra plus tard qu'il cherchait à quelques kilomètres de sa cible. Ce manque d'informations n'inquiète toutefois pas outre mesure les contrôleurs de Houston. Tant les astronautes que ces derniers vérifient le plus minutieusement possible l'état de tous les systèmes d'Eagle, le directeur de vol consulte un à un les responsables de chaque portion du LEM pour savoir si tout leur paraît en parfait ordre. Si tout le monde s'inquiète du moteur fusée, personne n'a les moyens de savoir s'il fonctionnera au moment de sa mise à feu. 5 minutes avant le décollage, les échanges radio demeurent laconiques et confirment que tout se présente bien. Base de la tranquillité, Houston. Allez-y. Vu d'ici, Eagle paraît en excellent état. Nous pensons bien que nous connaissons la position du LEM. Toutefois, il est possible que durant l'ascension, nous vous demandions de modifier votre course, mais dans le pire des cas, ce sera d'au plus de 10 mètres par seconde. Et bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit autant que ça. Très bien. C'est au moment où s'envolera le LEM que les contrôleurs de Houston découvriront exactement d'où il part. Ils pourraient alors devoir demander aux astronautes de moduler la vitesse d'Eagle afin que celui-ci se retrouve une fois en orbite exactement au bon endroit par rapport à Columbia. Dans le pire des cas, ce changement de vitesse sera d'au plus 27 km/h, ce qui est peu en regard des 4500 km/h que le module lunaire doit atteindre. Vous avez la permission de décoller. Compris, nous sommes les prochains sur la piste. Tranquility Base, Houston. Roger, go ahead. Roger, our guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. Roger. À 13h54, 25 secondes avant la mise à feu, Armstrong rappelle à Aldrin ce qu'il doit faire. À 5 secondes, je recevrai les signaux « interruption possible », puis « moteur prêt », et toi tu pèseras sur « procéder ». « Bien », répond Aldrin. Et c'est tout, ajoute Armstrong, car si tout va bien, Eagle s'envolera de lui-même et se pilotera automatiquement jusqu'à l'orbite, sous le regard très attentif des pilotes, de centaines de techniciens à Houston et de millions de téléspectateurs. 9, 8, 7, 6, 5, interruption possible, moteur prêt, décollage procédé. Merveilleux. 9, 8, 7, 6, 5, work stage, engine arm ascent, proceed. Beautiful. Durant une fraction de seconde, rien ne se passe. Puis soudainement, les astronautes entendent l'explosion sourde des boulons qui rivent les 2 étages du LEM. Ils ressentent ensuite une douce poussée qui augmente graduellement comme celle d'un ascenseur qui s'élève de plus en plus rapidement. « Nous sommes partis », lance Aldrin avant d'ajouter « Non mais regarde tout ce qui balaie la place ». 26, 36 feet per second up. 5 foot of pitch over. Very smooth. Balance couple off. Very quiet ride. There's that one crater down there. Debout côte à côte dans leur scaphandre hermétique, les 2 hommes surveillent les indicateurs du LEM tout en jetant un coup d'œil par le hublot. Ils voient d'abord le sol lunaire frappé par une bourrasque de gaz et le drapeau américain se renverser. Ils ont simplement l'impression d'être à bord d'un ascenseur qui prend rapidement de l'altitude. Ils entendent relativement peu de bruit, essentiellement un vrombissement sourd,
Tout est calme à bord. Contrairement au départ de Floride 6 jours plus tôt, s'il y avait eu des spectateurs aux abords de la base de la Tranquillité, ceux-ci n'auraient rien entendu, ni vu quoi que ce soit de foudroyant. Ils auraient tout juste assisté à un bref éclatement de débris à la base du LEM, puis à une douce montée de la cabine, sans jet de gaz apparent, absolument rien de spectaculaire dans un environnement dénué d'atmosphère. À ce moment précis, à bord de Columbia, Mike Collins atteint impatiemment en orbite à 110 km d'altitude. Au pire, il pourrait descendre son vaisseau à 15 km afin d'aller récupérer Eagle, mais guère plus bas puisqu'il y a sur la Lune des montagnes d'une dizaine de kilomètres. Le LEM doit donc atteindre par lui-même une altitude minimale. Collins ne se trouve donc plus qu'à quelques minutes de voir prendre fin ou de se concrétiser la terreur qui le hante depuis des mois. S'ils ne parviennent pas à s'envoler ou ils s'écrasent sur la Lune, je ne me suiciderai pas, pense-t-il, je rentrerai à la maison, mais je serai alors un homme brisé pour la vie et je le sais très bien. Pour lui, c'est l'instant de vérité, le moment le plus redouté de toute sa longue carrière de pilote d'essai et d'astronaute. 26, 36 pieds par seconde. Basculement. Très doux, une ascension très tranquille. Regarde ce cratère en bas. Eagle Houston, nous vous demandons de désactiver la commande de départ manuel. Compris. Eagle Houston, 1 minute, et tout va bien. Compris. Une ascension très calme. À peine un petit balancement d'avant en arrière. Les petits moteurs d'orientation s'activent très peu. Compris. Excellent. Vitesse horizontale 640, vitesse verticale 137, merveilleux. Altitude 2,7 km. Eagle Houston, tout va bien à 2 minutes. Toutes les indications concordent. 910, vitesse horizontale, 155, vitesse d'ascension. Merveilleux, 4,2 km d'altitude. Tant les astronautes que les contrôleurs au sol observent avec ravissement la montée du module lunaire qui suit parfaitement la trajectoire prévue. Eagle Houston, vous êtes à go à 3 minutes, tout paraît très bien aller. Compris. Peu après, le LEM atteint la vitesse minimale lui permettant de se placer en orbite. Les craintes de Collins s'atténuent. Nous circulons exactement sur la US-1, en route vers Columbia. Compris. Eagle Houston, 4 minutes, vous êtes exactement sur la bonne voie, tout est excellent. Nous voyons le cratère Sabine sur notre droite. Compris. Ok, voici Ritter là-bas. Et juste là, voici Schmidt. Non mais quelle vue, n'est-ce pas? Eagle Houston, tout paraît bien aller. Tout paraît bien vu d'ici, c'est une balade très spectaculaire. Nous filons à 4864 en vitesse horizontale, 2900 en vitesse verticale et nous sommes à 18,5 km d'altitude. Eagle reçu, nous notons. Super, go. Houston, Eagle est de retour en orbite, il a quitté la base de la Tranquillité. Eagle Houston, compris, nous notons. Le monde entier est fier de vous. Non, nous avons eu beaucoup d'aide. Voilà qu'enfin, après 9 longues minutes, le module lunaire se retrouve sur une orbite dont l'altitude varie de 17,6 à 87,5 km. De là, les deux pilotes manœuvreront pour parvenir jusqu'aux abords du module de commande Columbia. Le directeur du vol, Chris Kraft, déclare avoir senti comme si 500 millions de personnes à travers le monde avaient propulsé Eagle de la Lune jusqu'à l'orbite. Durant l'ascension, le cœur d'Armstrong a atteint 90 pulsations par minute, alors que celui d'Aldrin 120. Leurs pulsations sont maintenant retombées dans les 80. Les deux vaisseaux mettront 4 heures pour réaliser leur jonction, le temps d'effectuer 2 tours de Lune, Eagle élevant progressivement son orbite jusqu'à celle de Columbia. Bientôt, à travers la lunette du sextant, Collins découvre une minuscule tache sombre qui s'avance vers lui. Le module lunaire se déplace si doucement qu'il a quasiment l'impression qu'il roule sur des rails. C'est pour lui un immense soulagement que de voir ainsi s'approcher le LEM. Il s'élance d'une fenêtre à l'autre pour le photographier. Soudain, alors qu'Eagle n'est plus qu'à quelques kilomètres de lui, se produit une scène merveilleuse. « Je vois la Terre s'élever juste derrière vous », lance-t-il. « C'est fantastique !»
Il filme le spectacle qui représente pour lui toute l'humanité enfin réunie, et pour la première fois depuis le départ de Floride, Collins croit que l'équipage se sortira indemne de l'envolée. L'arrimage des vaisseaux survient sans pépin vers 17h35. Tout le monde pousse alors un franc soupir de soulagement. Eagle et Columbia sont à nouveau réunis et forment désormais le vaisseau Apollo 11. Houston, Columbia a complété les tests d'étanchéité et nous procédons à l'ouverture de la valve de vidange de l'écoutille. Très bien, Columbia, nous comprenons que vous vérifiez l'étanchéité, mais je n'ai pas compris la suite. La vérification de l'étanchéité est complétée et je me prépare à ouvrir mon écoutille. Eagle, Columbia. Allez-y. Mon écoutille est ouverte. Vous pouvez ouvrir la vôtre. Très bien. Armstrong et Aldrin vont alors à la rencontre de Collins. Nul doute qu'ils s'échangent de chaleureuses accolades et conversent brièvement de vive voix, mais nous n'assistons pas à la scène. Puis rapidement, ils se remettent au travail. La priorité des lunotes est de nettoyer le mieux possible l'intérieur du module lunaire maintenant que la poussière virevolte en apesanteur, et surtout le matériel qu'ils transborderont dans Columbia. Tiens-toi prêt à recevoir les boîtes d'$1 million, lance Armstrong à Collins, en lui expédiant les 2 valises qui contiennent les précieux échantillons lunaires. Celles-ci ne pesant rien, il les lance doucement à travers le tunnel qui permet le passage d'Eagle à Columbia. Collins a tôt fait de les ranger dans le compartiment prévu à cet effet. Allô Eagle, ici Houston, m'entendez-vous? Terminé. Houston, ici Columbia, qui vous entend très bien. Tout le monde est à bord et l'écoutille est en place. Nous effectuons des tests d'étanchéité. Tout va bien. Compris, Eagle. Correction, compris, Columbia. Nous notons. Dites donc, la gare, vous êtes rapide. Vous nous avez devancé. Une fois le matériel transbordé, les 2 lunotes ferment définitivement les écoutilles, donnant accès à Eagle, faisant leurs adieux à cette formidable machine qui les a si bien servis. Ils sont même pressés d'en finir puisqu'ils se débarrassent du LEM dès 19h41, soit avec une vingtaine de minutes d'avance. Si pour Collins c'est là une bonne chose de faite, celui-ci considérant le LEM comme la source première de ses angoisses, ses coéquipiers voient s'envoler Eagle avec un brin de tristesse. Le LEM est abandonné à lui-même. Au cours des prochaines heures, les contrôleurs suivront son agonie afin de voir dans quel ordre flanchent un à un ses systèmes. Éventuellement, il finira par s'écraser sur la Lune, créant un petit cratère qui passera inaperçu jusqu'au jour où peut-être des explorateurs découvriront ses restes. Et voilà qui file. C'était un bon vaisseau. Nous vous comprenons. Eagle nous semble tenir bon. La pression dans sa cabine se maintient. Tant l'équipage que les contrôleurs au sol peuvent enfin se relaxer en attendant que Columbia ne s'élance vers la Terre dans 5 heures. C'est ce que les spécialistes appellent la manœuvre du TEI, Trans-Earth Injection. 11 ici Houston, tout indique que les prochaines heures seront plutôt calmes. Nous vous communiquerons quelques indications et nous vous tiendrons informés quant au TEI. Tout semble normal terminé. Merci. Vous êtes à une trentaine de kilomètres devant le LEM. Très bien. J'imagine que la place s'est vidée depuis le rendez-vous. Vous devez maintenant avoir tout l'espace pour vous asseoir, n'est-ce pas? La salle de contrôle est pratiquement vide. Nous prenons ça relax. Comment vous sentez-vous maintenant que vous avez de la compagnie? Super bien, je vous l'assure. J'imagine que vous deviez commencer à parler tout seul après la 10e révolution autour de la Lune, non? Pas du tout, c'est un endroit très agréable ici, mais c'est agréable d'avoir de la compagnie. En fait, ce serait même agréable d'y accueillir des centaines de millions d'Américains. Eh bien, ils sont en pensée avec vous. Collins est évidemment très curieux de savoir ce que ses compagnons ont vu. Armstrong lui tend alors une pochette blanche. Si tu veux savoir à quoi ressemble la Lune, regarde dedans, mais n'ouvre pas le sachet. Collins a tôt fait de glisser la fermeture éclair de la pochette et d'en extraire un petit sachet de téflon rempli de poudre noire. Armstrong lui lance en riant « T'aurais jamais pensé ça, hein ?» Mais d'où vient ce sachet? C'est l'échantillon d'urgence. Contient-il des roches? Oui, il y en a quelques petites. Tu peux les palper, mais pas les voir, car toutes sont enrobées dans la poussière de graphite. Columbia navigue à présent sur une orbite dont l'altitude varie de 102 km à 116 km et file à 4880 km/h. Tout est très calme à bord. L'équipage en profite pour prendre un repas pendant que le Capcom fait la lecture des manchettes du jour.
Évidemment, l'actualité est dominée par l'exploit d'Apollo 11, la Maison-Blanche recevant un déluge de télégrammes de félicitations de la part des représentants de tous les pays, y compris des Russes. L'Union soviétique souhaite œuvrer pour la paix avec les États-Unis. Au chapitre des anecdotes du jour, on relate qu'un Londonien, qui avait jadis parié $5 que l'homme marcherait sur la Lune avant 1970, vient de toucher la somme de $24 000. L'épouse d'Armstrong s'est fait demander si le 20 juillet était pour elle le plus beau jour de sa vie. Non, répond-elle, c'est plutôt le jour de mon mariage. Quant à l'épouse d'Aldrin, elle a déclaré que le plus beau moment de la mission sera l'amérissage. Vers 23h, Columbia entame son dernier passage devant la face visible de la Lune. Les contrôleurs en profitent pour scruter attentivement tous les systèmes de bord. Le directeur de vol les consulte un à un pour savoir si tout leur paraît en ordre. Finalement, vers minuit 6, les astronautes reçoivent la consigne suivante. Apollo 11 Houston, vous êtes go pour le TEI. Terminé. Apollo 11, merci. Pour la dernière fois, les astronautes passent derrière la Lune. Normalement, c'est à minuit 56 que sera mis à feu le moteur fusée principal du module de commande, Columbia complétant alors sa 30e révolution lunaire. Mais comme il se trouve derrière la Lune, nous ne recevons aucune indication nous permettant de savoir si tout se passe bien. Normalement, le contact radio devait être rétabli à 1h06, mais si pour une raison quelconque les astronautes ne procédaient pas à la manœuvre, Columbia réapparaîtrait 10 minutes plus tard. Ainsi donc, peu après 1h du matin, c'est avec fébrilité qu'on attend de voir quand se pointera le module de commande. Soudain, le Capcom Charles Duke annonce AOS, l'abréviation de Acquisition of Signal, indiquant par le fait même qu'un signal radio a été capté de Columbia juste au moment attendu. Allô Apollo 11 Houston, comment ça s'est passé? Terminé. C'est le moment d'ouvrir la porte du laboratoire de quarantaine, Charlie. Compris, nous voyons que vous revenez à la maison. Tout est prêt. Très bien, état de l'allumage LP20. La durée de la mise à feu a été de 2 plus 30. Compris, nous copions. Neil, ça nous semble très bon. Et Apollo 11, tous vos systèmes fonctionnent vraiment très bien. Nous vous tenons informés. Compris. Charlie, Dieu que tout semble bien ici. Ça a été une mise à feu merveilleuse qui ne pouvait être plus parfaite. Le moteur fusée a accru la vitesse de Columbia de 2992 km/h, le vaisseau filant à présent à 6929 km/h. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour l'équipage. Après 2 longues journées intenses, c'est maintenant le temps de se coucher, un repos sans nul doute plus que souhaité par le trio. C'est alors que Dick Slayton, l'un des 7 premiers astronautes du programme Mercury recruté en 1959 et maintenant chef du groupe, s'adresse à l'équipage. Apollo 11 Houston. Allez-y, Houston. Mes félicitations pour le travail exceptionnel. Vous nous avez donné tout un spectacle. Je pense que le temps est venu pour vous de cesser toute activité et de prendre un peu de repos au terme d'une très longue journée. Souhaitons que vous aurez une bonne nuit de sommeil. J'ai hâte de vous revoir à votre retour et ne fraternisez pas avec quiconque en cours de route, sauf avec ceux du Hornet. Très bien, merci beaucoup, patron. Nous espérons un peu de repos, un retour paisible et de vous revoir à notre retour. Compris, vous l'avez bien mérité. L'équipage se couche peu après 3h du matin pour une période de repos de 10 heures. Columbia se trouve déjà à 13 000 km de la Lune. Il ne reste plus que 2 jours et demi de vol avant l'amérissage dans le Pacifique. Et voilà que se termine la lecture du 4e épisode de la grande aventure d'Apollo 11 rédigé par Claude Lafleur. Rappelons que vous pouvez vous procurer ce livre sur le site d'Amazon en format numérique. Vous y trouverez plus de 150 illustrations qui accompagnent ce récit. Dans un mois, retrouvez-nous pour le 5e et dernier épisode de cette formidable aventure, le retour sur Terre. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.